Mesdames et messieurs, vous savez peut-être, mesdames et messieurs, que environ une fois par mois, nous sortons une carte, nous essayons d'expliquer une problématique géopolitique sous forme d'une carte commentée. Voilà, c'est celle-là. Bon, j'espère que vous voyez, mais peu importe, enfin, ça vous permet de... Donc ça, on l'a sorti il y a quelques semaines. Donc ça parle bien des rivalités des puissances et on voit les 4 pays que nous allons traiter aujourd'hui: États-Unis, Russie, Chine, Inde, et ça sert de support à mon introduction. Donc une fois encore, bienvenue à vous tous sur cette table ronde sur les rivalités entre les grandes puissances, les recompositions géostratégiques globales, sur les quatre puissances que j'ai évoquées. Et en les évoquant, vous avez compris que, en fait, il y en a 3 plus 1, ou même il y en a 2 plus 1 plus 1. Quand on parle de grandes puissances aujourd'hui, et on l'a évoqué ce matin dans les débats introductifs, on parle surtout de la rivalité États-Unis-Chine. Il y a 20 ans, on aurait parlé États-Unis-Russie. Et là, bon, on va creuser tous ces sujets-là. On a la Russie, ancienne grande puissance, qui se colle à la Chine pour rester dans le match, si je peux parler trivialement. Et puis on a une puissance qui était pendant très longtemps en devenir et qui de plus en plus pèse et rentre dans le jeu. Donc cette problématique des retours de puissance, elle est clé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle ne vous choque probablement pas, parce que tout le monde a compris ce que je viens de dire en une phrase assez bateau. Alors que si on reprend un peu de recul, il y a 20 ans, ou il y a 15 ans, la notion même de puissance entre États était remise en cause. On disait, mais c'est fini tout ça, c'est quelque chose du 19e siècle, la puissance n'est plus dans les États, la puissance est dans les entreprises, dans les ONG, dans les populations, l'État est de moins en moins pertinent comme régulateur de l'action internationale, et voilà, ce sont des reliquats de puissance. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, les puissances reviennent, et on a cette espèce de quatuor bancal, vous l'avez compris, mais que nous allons creuser pendant l'heure et demie qui vient. Sur cette présentation, vous ne voyez peut-être pas complètement, surtout au fond de la salle, mais peu importe. On a essayé de caractériser qu'est-ce qui fondait la puissance de façon un peu objective. L'économie, bien sûr. L'économie, quand on a une économie très forte, de niveau mondial, globalisée, c'est un facteur de puissance. La démographie. Quand on a une grosse démographie, évidemment, c'est un facteur de puissance globale. L'influence que vous avez sur les autres, c'est le 3e. Et puis, les capacités militaires. Et dans les capacités militaires, qui en soi sont un facteur de puissance, la capacité nucléaire est un outil tellement atypique, hors norme, qu'il participe des enjeux de puissance. On en reparlera pour la Russie. Je pense que c'est un des derniers gros outils de puissance dont la Russie dispose. Je déflore pas, simplement je jette quelques idées pour préparer vos neurones post-déjeuner. Et sachant que j'aurais dû commencer par là, peut-être définir la puissance, mais la puissance, moi je suis assez aronien dans cette... donc pour moi la puissance, c'est la capacité d'une entité politique à peser sur les autres entités politiques pour leur faire plus ou moins ce qu'elle a envie de suivre, ce qu'elle a envie qu'elle fasse. Donc c'est une affaire de politique, et c'est pour ça que la notion d'État redevient pertinente lorsqu'on parle de puissance. Et une fois encore, pour des gens de ma génération, c'est assez intéressant de voir je suis sûr qu'on aurait fait un débat comme ça il y a 15 ans, on aurait eu d'abord un gros débat sur est-ce qu'on n'est pas en train de traiter d'un brontosaure qui n'a plus aucun sens, et on se serait peut-être mis d'accord ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a 15 ans, et aujourd'hui je pense que c'est plus un sujet. Et je pense que d'une certaine façon, ça caractérise une autre illustration de ce qu'on a dit ce matin sur nous vivons une période de bascule, nous vivons un moment il y a un avant et un après. Voilà, alors... il y a un dernier facteur qui caractérise la puissance, avant que je passe la parole à mes panélistes. Et le dernier acteur, c'est la volonté de puissance. Vous pouvez avoir les 4 critères que j'ai indiqués précédemment, économie, démographie, influence, militaire, si vous n'avez pas envie
de peser sur les événements, vous n'avez pas de puissance. C'est un des sujets pour l'Union européenne. Vous remarquerez qu'on ne parle pas de l'Europe, là, parce que l'Europe n'est pas une puissance. Bon, ça fera peut-être l'objet d'un débat, mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet, parce qu'il faut cette volonté. Et pour avoir cette volonté, il faut qu'elle fasse consensus entre le gouvernement, les appareils d'État, et d'une certaine façon, plus pour une démocratie que pour une autocratie, mais quand même la société, la population. Donc ma première question pour les panélistes, mes 4 panélistes, que je présenterai au fil de l'eau d'intervention pour gagner un peu de temps, ma première question, c'est qu'en est-il de la situation intérieure des États que vous analysez, dont vous êtes les experts, à la fois au niveau gouvernemental, étatique, l'appareil d'État, et à la fois au niveau de la société. Est-ce qu'ils ont encore, déjà, ou pas, cette volonté de puissance? Et on va commencer par les États-Unis, avec Laurence Nardon, qui dirige le programme Amérique de l'IFRI, qui édite la collection de notes de recherche en ligne sur les États-Unis qui s'appelle les Potomac Papers, qui est membre du comité de rédaction, je vous regarde pour être sûr que je ne me trompe pas, des revues politiques étrangères et The Washington Quarterly, et qui a édité très récemment un livre complètement dans le sujet d'aujourd'hui, qui s'appelle « Géopolitique de la puissance américaine ». Donc vous voyez, on est en plein dedans. Quel rôle pour les États-Unis dans le monde ? Aux éditions PUF, qui est disponible au rez-de-chaussée, je crois, de ce bâtiment. Donc, vous pourrez vous le procurer. Et donc, Laurence, qu'en est-il des États-Unis? Parce que là, on commence par les États-Unis, vous l'avez compris, pour plein de raisons. C'est une puissance installée, de longue date, et puis c'est une puissance qui actuellement est en pleine élection présidentielle, avec un clivage que tout le monde suit avec beaucoup d'attention. Oui, en effet, merci beaucoup. Merci à tous. Je suis très honorée d'être là. C'est la première fois que je viens à cette conférence et donc je suis très impressionnée par le monde qu'il y a et l'organisation superbe depuis le début. Enfin, bref, j'avais peur quand vous m'avez invité que vous me demandiez de parler des élections américaines et de la situation intérieure au sens où en est la campagne électorale, qui est quand même un sujet tout à fait indécidable aujourd'hui, donc j'ai pas de boule de cristal et donc c'est vraiment difficile d'en parler. Je préfère de beaucoup répondre à la question que vous venez de poser dans votre introduction, qui est tellement brûlante pour les États-Unis, qui est de savoir si les États-Unis ont encore cette volonté de puissance. Parce que ce que je fais dans le bouquin, et ça tombe vraiment bien par rapport à ce que vous avez dit, c'est que je passe en revue, en premier, les instruments de la puissance américaine. Alors vous en avez cité 4, économie, démographie, etc., influence et militaire. J'ai pas choisi les mêmes, curieusement. Bon, enfin, voilà. J'ai choisi l'économie, l'innovation, la puissance d'innovation technologique, la puissance militaire, donc ça on se retrouve, le soft power, c'est ce que vous appelez l'influence, et j'ai ajouté la puissance juridique, la puissance extraterritoriale. Et pour ceux qui, comme moi, ont assisté à la table ronde de tout à l'heure sur la puissance juridique américaine, vous voyez tout à fait de quoi je parle. C'est le fait que les États-Unis puissent imposer des sanctions très coûteuses à d'autres entreprises dans le monde sans aucun problème. Bref, eh bien, sur ces 5 instruments de puissance, et vraiment en regardant les choses sans américanocentrisme, vraiment de manière très ouverte, j'étais vraiment prête à prendre les conclusions que je trouverais, que je déduirais moi-même, eh bien, j'arrive quand même à la conclusion que sur ces 5 éléments, aujourd'hui, les États-Unis sont toujours les premiers, ils ne sont pas dépassés par la Chine, sur l'économie notamment. Je parle sous le contrôle d'Emmanuel Puig, mais enfin, l'idée que les États-Unis allaient être dépassés en termes de PIB global ou même par habitant par la Chine dans les X années à venir, cette prédiction semble s'éloigner. Donc sur tous ces domaines, les États-Unis sont toujours, et même de loin pour ce qui est du militaire, et enfin bref, sont toujours clairement et largement en tête. Et donc, s'ils veulent être toujours la première puissance du monde, ils le peuvent, ils le pourraient. Et donc, on en arrive à votre autre partie de question qui est, les États-Unis ont-ils toujours le désir d'être
la première puissance du monde. Et c'est là, en fait, que ça pêche, parce qu'on voit qu'aux États-Unis, il y a des débats extrêmement vifs en ce moment entre les différentes écoles de pensée et de politique étrangère sur ce que doit être le rôle des États-Unis dans le monde. Vous avez, en gros... parce que, alors, oui, petit aparté, les États-Unis, c'est ça qui est vraiment intéressant pour un chercheur, c'est que c'est une société extrêmement ouverte, où les débats sont nombreux, sont libres, et donc il y a vraiment une efflorescence permanente d'idées qui circulent, et donc c'est vraiment un débat passionnant à suivre. Et donc, en gros, entre les think tanks, les officiels, les universitaires, les chefs d'entreprise aussi, les politiques, les deux partis, évidemment, vous avez une multiplicité d'avis sur la question qui dialoguent toujours en permanence les uns avec les autres. Et donc, aujourd'hui, automne 2024, le débat sur cette question de que devons-nous faire de notre puissance? Est-ce que nous devons la projeter ou est-ce qu'au contraire on doit rentrer chez nous? Eh bien, le débat d'idées est le suivant. Vous continuez à avoir... Je schématise évidemment, parce que nous n'avons que quelques minutes par réponse. On a été chapitré par le modérateur. Bref, vous avez toujours aujourd'hui aux États-Unis une partie qu'on va appeler centriste, parce que ça correspond globalement aux démocrates et républicains centristes, mais qu'on peut aussi appeler les diplomates traditionnels, les diplomates à l'ancienne. Il y a un mot qui est un peu moqueur pour les désigner. Les Américains les appellent the blob, le blob. Et ça désigne les Américains diplomates qui pensent que les États-Unis doivent toujours porter la flamme de la démocratie américaine dans le monde. Ils doivent toujours être là pour aider les pays attaqués par plus puissants qu'eux et dont la souveraineté est niée. Donc là, typiquement, c'est l'appui à l'Ukraine qui vient, ou à Taïwan d'ailleurs. Les États-Unis doivent toujours aider les pays dans lesquels... les gens dans le monde dont les droits humains sont bafoués, les Ouïghours en Chine, typiquement. Et donc, voilà, ça, c'est le blob. C'est toujours cette partie assez importante de l'establishment de Washington. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, ils ont évidemment la main sur le guidon, puisque c'est l'essentiel de l'administration Biden. Jake Sullivan, le National Security Advisor, ou Anthony Blinken sont des représentants de ce courant-là. Mais ce qu'il y a et donc qui est très traditionnel et très important. Mais ce qui est très important aussi aujourd'hui, c'est qu'ils sont débordés à la fois par la droite et par la gauche. À la droite de ce blob, vous avez évidemment le parti républicain, non pas modéré, parce que les modérés sont dans le même courant traditionnel dont je viens de parler, mais évidemment le courant trumpiste, MAGA, Make America Great Again, qui, sous la houlette de Trump depuis 2016, défend une autre idée de l'Amérique dans le monde, une idée nationaliste, et non pas un nationalisme de conquête, ce qui est la version la plus habituelle, mais un nationalisme de repli. Trump et ses séides veulent que l'Amérique cesse d'être le gendarme du monde, on s'en fout, il y a un certain égoïsme qui est totalement assumé dans ce courant, et veulent au contraire rentrer à la maison, s'occuper de réparer le pays, de fermer le pays aux influences extérieures, que ce soit le commerce, l'immigration, etc. Et donc eux pourraient revenir au pouvoir en janvier prochain. Et puis, de l'autre côté de ce courant centriste, vous avez la gauche du parti démocrate, Bernie Sanders, des gens comme Alexandria Ocasio-Cortez, cet élu de New York qui est très radical, et eux aussi, à leur manière, sont pour un repli, la fin des interventions militaires à l'étranger. Alors eux, ce n'est pas tant par égoïsme que pour deux raisons que j'expose très rapidement, qui sont il faut rebâtir la classe moyenne américaine, rapporter la prospérité à la classe ouvrière, les Américains qui sont un petit peu oubliés des élites. Et puis deuxièmement, l'idée qui est intéressante en fait, qui est que quand les États-Unis vont aider des gens à l'étranger, ce sont parfois des régimes corrompus qu'on ferait aussi bien de ne pas aider, parce que finalement, ça n'est pas moral. Voilà, donc ça n'est pas un repli égoïste, c'est plutôt un repli pour ces deux raisons que je viens d'évoquer. Alors, voilà où nous en sommes aujourd'hui, et donc, on va se retrouver avec
avec un nouveau président, une nouvelle présidente en novembre qui sera investie au mois de janvier. J'ai déjà dit que Trump reviendrait à ce repli qu'on a déjà connu entre 2016 et 2020. Mais Kamala Harris, si elle est élue, alors les signaux qu'elle envoie pour l'instant sont des signaux très traditionnels. Elle continuerait à aider l'Ukraine, etc. Mais je crois qu'il ne faut peut-être pas trop s'y fier, parce qu'elle a dans son entourage, et je pense notamment à son conseiller de politique étrangère qui s'appelle Phil Gordon, quelqu'un de beaucoup plus prudent et réticent à agir. Et donc il ne serait pas impossible que si c'est elle qui est élue, on assiste aussi à un certain repli des États-Unis dans les années qui viennent. Je pense que j'ai fait... Oui, c'est bien pour commencer. Et je propose Isabelle, peut-être qu'on va passer à la Chine, en fait, si ça ne te dérange pas. Parce que quand même, c'est le partenaire, c'est l'adversaire, c'est le concurrent, c'est l'alter ego, enfin, c'est tout ce qu'on veut, c'est le nouveau venu. Et je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Oui. Et donc finalement, je pense que voilà. Donc Emmanuel Puig va nous parler de la Chine. Alors je le présente brièvement. Il est donc conseiller Indo-Pacifique au service d'action extérieure, européen d'action extérieure, au SEAE, à Bruxelles. Le ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne, pour faire très court. Il est docteur en sciences politiques, il a fait une grosse partie de ses études aux États-Unis, il continue d'enseigner à Sciences Po, et il a surtout été pendant 10 ans à la DGRIS, où il pilotait la réflexion stratégique sur l'Indo-Pacifique et la Chine. Donc voilà, donc ceci étant dit, vous êtes parfaitement bien placé pour nous parler de la Chine et donc de l'intérieur, sachant que la problématique du foisonnement d'idées libérales, évidemment, n'est pas tout à fait la même chez vous, enfin dans le pays dont vous allez nous parler. Elle n'est pas moins dynamique, mais elle est un petit peu plus surveillée, disons. Merci d'abord pour cette invitation. C'est ma première participation à cette conférence et je suis absolument ravi d'être ici. En provenance de Bruxelles, j'ai eu la chance de ne pas être dépaysé dès ce matin par le temps, mais je vois que ça s'améliore un petit peu. Et surtout, je ne suis absolument pas dépaysé parce que j'ai la chance d'être un réserviste citoyen de la marine et donc j'ai un petit peu l'impression d'être dans une résidence secondaire ici. Donc c'est très très agréable. Je vais vous parler effectivement de la Chine dans ce jeu des compétitions de puissance. Aujourd'hui, la situation en Chine, elle évolue assez rapidement. On est dans une séquence post-Covid qui est, que je qualifierais d'intéressante, mais aussi d'un petit peu inquiétante. Intéressante parce que, d'un point de vue de la science politique, Xi Jinping est arrivé au pouvoir en 2012. Vous avez vu qu'il avait une approche du pouvoir et de son exercice qui était un petit peu disruptive par rapport à ses prédécesseurs. Et cette volonté de rompre avec les règles s'est surtout matérialisée il y a maintenant 2 ans, quand il a rompu le contrat tacite qui avait été construit par Deng Xiaoping pour le premier secrétaire du Parti communiste chinois de ne jamais enchaîner plus de 2 mandats. Or, Xi Jinping est dans son 3e mandat et à l'heure actuelle, je ne vois pas ce qui l'empêcherait d'en faire un 4e, voire un 5e. C'est une question de santé. Et donc, on a un bouleversement au sommet du pouvoir chinois qui s'accompagne d'un tournant autoritaire, déjà très autoritaire, mais là d'un tour de vis supplémentaire et sécuritaire très particulier. En Chine, il y aura eu un avant et après Covid, pas uniquement en Chine, mais spécialement au sein du pouvoir chinois. Et après l'épisode Covid en Chine, aujourd'hui, on a un sommet du pouvoir chinois qui est très resserré autour de la personne de Xi Jinping. La Chine est dirigée par 7 personnes qui sont les membres du comité permanent du bureau politique. Normalement, ce système a été créé pour générer des équilibres factionnels. Aujourd'hui, on a Xi Jinping et 6 de ses affidés qui dirigent la Chine.
Et donc, on a eu un balayage de ce jeu de check and balance qui était à l'œuvre traditionnellement au sein du Parti communiste chinois. Et on a surtout une faction sécuritaire que l'on pourrait qualifier des faucons de l'appareil sécuritaire chinois, qui a désormais la haute main sur à la fois les politiques stratégiques, mais aussi les politiques de sécurité intérieure en Chine. Et donc, on a un très, très fort raidissement de l'intégralité de l'appareil de surveillance, de la reprise en main idéologique des populations et une reprise en main aussi idéologique de l'ensemble des 80 millions des membres du Parti communiste chinois, à qui on a aussi très fortement resserré la vis et donné des instructions très claires pour maintenir un contrôle beaucoup plus étroit et beaucoup plus serré sur la population. Et on arrive à un moment clé dans l'économie chinoise où celle-ci, grâce ou à cause de la politique industrielle qui a été mise en œuvre depuis 2 décennies en Chine, a fait de la Chine un champion international dans tout un tas de domaines, de fournisseurs de matières premières, de fournisseurs de pièces industrielles et d'exportateurs, avec un accroissement dans la valeur ajoutée des produits exportés de Chine. Et donc la Chine se trouve aujourd'hui au cœur de la globalisation et au cœur des interdépendances, voire des dépendances dans les chaînes de valeur globales. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on a bien ressenti à l'époque, notamment durant la crise Covid. Mais paradoxalement, donc on a cet acteur, ce régime autoritaire qui se trouve au cœur des dynamiques qui sont fondamentalement ouvertes de la globalisation et qui opère un raidissement justement politique, autoritaire, sécuritaire et scrutateur sur l'ensemble des dynamiques et sur l'ensemble des agissements du pays à l'international. Et donc on a un effet très paradoxal entre d'un côté la nécessité économique et financière chinoise de continuer à s'inscrire à l'international, de continuer d'être capable d'exporter non pas un modèle, mais en tout cas sa surproduction. Vous avez tous suivi la question des véhicules électriques et des mesures de protection européennes face à littéralement une vague qui aurait pu nous submerger dans ce domaine, mais ce n'est pas la seule. Et donc d'un côté, on a cette inscription globale de la puissance chinoise, et de l'autre, on a vraiment une reprise en main sécuritaire avec des mesures drastiques à l'entrée, une suspicion généralisée sur les acteurs étrangers qui opèrent en Chine, que ce soit les individus mais aussi les entreprises, et une vision stratégique globale qui aujourd'hui en Chine se résume à la compétition contre les États-Unis pour la prédominance globale. L'alpha et l'oméga de la politique étrangère chinoise aujourd'hui, c'est la compétition avec les États-Unis. Que ce soit le rapport avec la Russie ou le rapport avec l'UE ou le rapport entre la Chine et les pays africains, le ratio, on en revient toujours à quel est l'équilibre et comment prendre l'avantage dans la compétition globale que la Chine se livrait, avec les États-Unis, pardon. Et donc, on a ici un petit peu tous les ingrédients d'une dynamique inquiétante, globalement inquiétante, qui est perçue très différemment en Chine. Pour vous donner un petit peu, si cela est possible, la température, ou en tout cas les grandes dynamiques au sein de la société chinoise, là encore, la crise du Covid a été un marqueur très profond. Il existe aujourd'hui une forme de crise économique latente et larvée en Chine qui est due au fait que la surproduction des industries chinoises ne peut pas être absorbée par les marchés domestiques. Le niveau de vie de la grande majorité des Chinois, et quand je parle de grande majorité, je parle de 500 à 600 millions de personnes, ne leur permet pas encore d'absorber les surcapacités de leurs industries, que ce soit dans le domaine de l'infrastructure, de l'électroménager, n'importe quoi, du textile. Et donc l'économie chinoise est encore fortement, voire totalement dans certains secteurs, dépendante de ses exportations. Et
l'opinion publique en Chine est en train de basculer un petit peu, ce qui fait très peur au pouvoir, est en train de basculer dans un pessimisme qui n'avait plus guère lieu d'être depuis une vingtaine d'années. Et il ne faut pas oublier qu'en Chine, un des points tournants de l'histoire moderne de la Chine, évidemment, c'est Tiananmen en 1989, et l'existence de ce contrat tacite post-Tiananmen qui consistait à dire le pouvoir chinois s'occupe du politique, mais le pouvoir chinois, en s'occupant uniquement du politique, vous garantit un développement personnel, vous garantit l'accès à des richesses et des ressources, et donc tacitement indique que la génération de vos enfants vivra mieux que la vôtre, et celle de leurs enfants après aussi. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. 20 ans après, 30 ans après, on arrive déjà au ralentissement et aux limites de ce modèle. Et aujourd'hui, au-delà de la crise démographique qui existait du fait de la politique de l'enfant unique, il y a une sorte de perte de confiance en Chine, au sein de l'opinion publique chinoise, qui est très vivement ressentie par le pouvoir chinois qui s'en inquiète. D'où la réponse aussi sécuritaire, la surveillance de masse et la reprise en main idéologique. Et donc on arrive dans un contexte où on a une forme d'atonie, de moindre confiance dans le modèle chinois, alors qu'on arrive à un moment crucial où la Chine n'a sans doute jamais eu autant de puissance et d'influence sur la scène internationale, où Xi Jinping est loin d'avoir réussi à atteindre ses objectifs et où l'effort va continuer à porter. Et donc aujourd'hui, on est face à une puissance chinoise qui doit gérer la situation qui n'est pas instable. La situation domestique en Chine n'est pas instable, mais elle est sans doute un petit peu plus exigeante qu'elle ne l'était, elle mène à moins d'optimisme qu'elle ne le menait il y a quelques années, et le pouvoir s'en inquiète. Et donc il doit gérer ça, tout en continuant de faire porter son effort sur la scène internationale pour accroître son influence et gagner cette bataille à long terme qui est engagée contre les États-Unis pour asseoir une forme de prédominance. Très bien, merci. Et donc là, on arrive maintenant au troisième larron, si je puis dire, ancienne superpuissance, et c'est le grand drame probablement de l'élite russe, qui se trouve en troisième position. Et Isabelle Facon va nous en parler. Donc elle est directrice adjointe et maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS, et ses travaux portent sur la politique de sécurité et de défense de la Russie, ainsi que la politique étrangère russe. Donc Isabelle, comment ça se passe à l'intérieur de la Russie ? Alors, je pense que, puisqu'on parle de puissance, déjà, je pense que la Russie serait très gratifiée de faire partie de la table ronde sur les puissances, puisque c'est un des grands objectifs de Poutine, c'est de montrer que la guerre en Ukraine n'a pas finalement écorné la puissance de la Russie et n'a pas montré des faiblesses. Parce que c'est vrai que si on regarde la situation de la Russie avant la guerre qui a commencé en 2022, il y avait, que ça nous plaise ou non, il y avait quand même plutôt l'idée d'un retour de la Russie qui surfait sur l'image d'une campagne militaire en Syrie plutôt efficace, qui avait porté des fruits, qui avait redoré le blason de l'armée russe, une économie russe qui enregistrait des taux de croissance, même s'ils n'étaient pas extrêmement élevés. Et c'est vrai qu'on a pu penser au tout début que finalement cette guerre en Ukraine, montrant les faiblesses de l'armée russe, annonçant une passe économique difficile, allait finalement mettre fin à ce bilan qui était plutôt jugé positif à telle enseigne que dans certains coins du monde, au Moyen-Orient, dans certains pays africains, dans certains pays d'Asie, on commençait à nouveau à s'interroger sur le potentiel de la Russie comme puissance d'équilibre. Alors, où en est le système russe aujourd'hui ? Le système, il a été secoué par la guerre, ça c'est indéniable, mais il apparaît aujourd'hui quand même relativement stable, avec une stabilité interne qui n'a pas l'air d'être menacée pour l'instant, même si on a pu voir quelques effets de corrosion de cette guerre. Donc pourquoi cette stabilité ? Parce que beaucoup de ceux qui s'opposaient, soit ont été réduits au silence, soit ont quitté la Russie, et que par ailleurs, dans tout ce qui est le système politique, la structure administrative,
tout le monde en fait est occupé à chercher son nouveau rôle dans le nouveau système. Donc aujourd'hui, tout le monde est occupé à trouver sa place, son intérêt dans un système qui est en redéfinition, mais qui s'est montré quand même assez résilient jusqu'à maintenant. C'est permis aussi par le fait qu'il y a une certaine stabilité du côté de l'opinion publique. On pourrait penser que Poutine ne s'en intéresse pas, mais en fait, il s'en intéresse. Et cette stabilité, elle est en très grande partie permise par le fait que depuis la fin des années 2000, ce n'est pas un phénomène récent, mais évidemment la guerre en Ukraine et tout ce qui a suivi, les sanctions, tout le dispositif en fait de réponse à l'agression russe de l'Ukraine, eh bien c'est mis en exergue par le pouvoir russe pour dire à la population russe, je vous dis depuis au moins 2007, le discours de Munich, que l'Occident est en fait en guerre contre la Russie, veut empêcher la Russie d'avoir une position indépendante sur la scène internationale, veut miner les intérêts de la Russie dans sa sphère naturelle d'influence, c'est les termes russes. Eh bien, aujourd'hui, finalement, cette guerre en Ukraine, c'est une guerre que nous livrent les pays occidentaux. Et ça, je pense qu'en fait, c'est quelque chose auquel les Russes sont tellement habitués à penser depuis en fait la fin des années 2000, que c'est quelque chose qui, évidemment, renforcé à coup de propagande, que c'est quelque chose qui a fini par créer un tissu social de stabilité, en fait, un élément de stabilité. Bon, par ailleurs, l'économie ne s'est pas effondrée. On ne peut pas dire qu'elle se porte extrêmement bien, mais pour ce qui est de résister aux sanctions, voilà, il y a des réseaux de contournement des sanctions qui ont été assez efficaces, qui se renouvellent constamment. Donc pour l'instant, de ce point de vue-là, les choses tiennent. Et là, la Russie, qui cherche beaucoup d'appui dans ce qu'elle appelle non pas le Sud global, mais la majorité mondiale, elle trouve effectivement des pays qui sont tout près, finalement, non pas par amour de la Russie, mais parce que ça correspond à leurs intérêts de participer à des flux qui leur apportent du revenu. Il y a un effet indéniablement stimulant de l'économie qui est quand même assez fortement tourné sur l'effort de production d'armement. Ça a des effets aussi en termes de surchauffe, donc il peut y avoir des fragilités, et je ne dis pas que l'économie russe ne va pas avoir des problèmes dans quelques temps, mais en tout cas sur le court, moyen terme, pour l'instant, l'économie russe se tient plutôt correctement, et les hydrocarbures russes continuent à se vendre. Alors, à prix cassé vers l'Inde, vers la Chine, vers d'autres pays. Mais pour l'instant, la Russie arrive à vendre ses hydrocarbures. Elle a cet accord avec l'Arabie Saoudite, le cadre OPEP+, qui lui permet aussi de garder une certaine stabilité à ce niveau-là. Donc pour l'instant, ça va. On a bien vu quand même qu'il y avait des effets de corrosion de cette guerre. Je ne vous rappelle pas l'épisode de Wagner qui monte sur la capitale, qui était en fait à la base une vraie tension entre le ministère de la Défense et Prigojine, le patron des Wagner. Je n'ai pas le temps de revenir sur les raisons. Et ça s'est transformé finalement en juin 2023 en une forme de menace pour le pouvoir politique à Moscou. Donc on a remis les choses au clair. Aujourd'hui, le ministère de la Défense, il y a eu des purges aussi, parce qu'on a pu se poser la question, et en fait on a la réponse. Il y avait quand même des gens au sein de l'appareil militaire qui avaient une certaine sympathie pour ce que pouvait dire Prigojine par rapport à l'armée, mais par rapport aussi à la façon dont la guerre était menée. Et ça a montré quand même qu'il y a en Russie des gens qui trouvent en fait que Poutine ne va pas assez loin dans le contexte de la guerre. Et donc de temps en temps, Poutine redonne des gages aussi à ces acteurs-là. Mais donc pour l'instant, le système semble assez résilient, même si ça expose, évidemment, la guerre expose le régime à des crises, à des surprises, mais je pense qu'il est mieux armé aujourd'hui pour y réagir qu'il ne l'était en 2022 avec l'effet de surprise de la guerre. Alors sur la puissance, donc il y a ces fragilités, on peut ajouter la fragilité démographique, je ne vous l'apprends pas, ce n'est pas un des points forts de la Russie. Il y a des inégalités aussi flagrantes entre les régions russes. Mais ce qu'il ne faut pas attendre, c'est que la Russie en rabatte au niveau de l'ambition de puissance. Ça, c'est tout à fait impossible, impensable. Je vous invite tous à lire le livre de Georges Sokolov, La puissance pauvre, et qui montre qu'en fait, sur toute son histoire, la Russie
a toujours privilégié le projet de puissance, de présence internationale. Il y a consacré toujours majoritairement ses moyens au détriment de l'économie, des besoins de la société, des besoins de la population, et qu'en plus la population, d'une certaine façon, goûte à la puissance que ça apporte au pays. Même si cette puissance peut être assez potemkine, et même si des événements comme la guerre en Ukraine peuvent le montrer, on a pu le constater en partie avec l'appareil militaire russe. Mais voilà, il y a cette volonté de puissance qui sera toujours là. Et là, ce à quoi la Russie est occupée actuellement, c'est à montrer qu'il n'y a pas de déclassement, malgré les éléments de faiblesse qu'a pu manifester la guerre en Ukraine, et qui fait des offensives tous azimuts auprès de, encore une fois, la majorité mondiale. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, au Moyen-Orient, en Afrique, qui aussi démultiplie les leviers. Alors on voit que M. Lavrov est mis à contribution, il va partout, il fait des tournées dans beaucoup de pays du monde, et on met en avant un certain nombre de leviers qui sont un peu low cost, si j'ose dire. Ça coûte pas très cher à la Russie, mais ça peut lui rapporter gros en termes d'image, de présence. C'est aussi la désinformation, c'est la subversion, c'est la cooptation de certains acteurs dans différents pays pour essayer d'appuyer sur des fragilités. Ça, je pense que plusieurs pays européens en ont déjà fait les frais. C'est également conduire beaucoup d'exercices militaires, alors qui ne sont pas forcément de grande ampleur, mais qui montrent une diversité de partenariats par les pays avec lesquels se conduisent ces exercices, mais aussi les lieux où ils se produisent. Donc à chaque fois, c'est l'occasion d'envoyer un certain nombre de messages. Et puis, on voit que la Russie n'en rabat pas du tout en termes d'expression d'ambition. Là, il va y avoir le sommet des BRICS à Kazan. Si on écoute les Russes, c'est quasiment eux le chef de file des BRICS, alors qu'en fait, on pourrait penser que la Chine, peut-être, et d'autres. Voilà, et c'est pas forcément comme ça que les autres le voient, mais la Russie montre que finalement tout ça fait partie de sa grande logique, d'un grand partenariat eurasiatique. C'est son nouveau projet, où vous avez une brique russo-chinoise, donc c'est l'Union économique eurasiatique qui est raccrochée aux routes de la soie chinoise, et qui va tellement rayonner par l'intégration économique et sans doute politique qu'elle va permettre, que ça permettra aussi de rayonner plus largement, notamment sur l'océan Pacifique, avec le rôle de l'Inde, etc. Donc on voit à travers l'expression de ces nouveaux projets que la Russie n'a absolument pas l'intention d'accepter finalement une forme de dégradation de sa position internationale. Et il y a quelque chose d'un peu nouveau, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que jusqu'ici la Russie a plutôt joué la puissance militaire, le hard power, c'est quand même plutôt sa spécialité. Et on l'a vu d'ailleurs beaucoup dans le cadre du conflit en Ukraine. Si la Russie a tellement mis en avant sa puissance nucléaire, c'est aussi pour rappeler finalement son rang dans les affaires internationales à un moment où globalement son outil militaire pouvait avoir un peu perdu de son lustre. C'est aussi pour ça qu'ils ont surjoué cette carte nucléaire, ce qui leur pose aujourd'hui des problèmes, parce qu'aujourd'hui, un débat en Russie, c'est est-ce que notre dissuasion nucléaire est toujours aussi crédible ? On pourra peut-être y revenir. Mais je vois un nouveau levier que la Russie essaye de déployer. Elle avait essayé maladroitement de développer un soft power, mais on voyait bien que c'était quand même pas tout à fait sa spécialité. On a parlé de sharp power, parce que quand c'est des tentatives de déstabilisation d'un jeu politique ici ou là, quand c'est la cooptation de certains individus dans tel ou tel pays, on parle plus de sharp power que de soft power. Et là, j'ai l'impression que la Russie essaye de déployer un soft power à travers cette idée qu'elle serait un rempart du conservatisme en fait au niveau sociétal. Et au début, on peut en rire, mais en fait, on sent quand même que il y a un certain impact de ce discours de la Russie qui serait un rempart par rapport à un Occident qui voudrait déployer ses valeurs décadentes un petit peu partout dans le monde. Et ce qui est très frappant, c'est que c'est présent dans quasiment tous les paragraphes régionaux de son concept de politique étrangère.
étrangère. C'est un des domaines qu'elle met en avant pour dire « je peux être un recours pour tous les pays qui ne veulent pas se laisser entraîner par les pays occidentaux qui cherchent à nous imposer leur modèle ». Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des discours de Poutine qui, en septembre 2022, annonce l'annexion de 4 territoires de l'Ukraine et en même temps se moque de certains pays occidentaux en parlant de parent 1 et parent 2, où on parle donc dans des sujets, des discours de géopolitique pure ou des discours qui parlent de la guerre en Ukraine. Tout d'un coup, on a des propos sur les valeurs dégradantes dans les pays occidentaux. Et sur ce sujet-là, je trouve que la Russie est en train d'essayer de déployer quelque chose de très articulé auquel je pense qu'il faut prêter attention quand même. Merci Isabelle. Et donc le quatrième larron, c'est l'Inde, vous l'avez compris. L'Inde, pendant longtemps, c'était la puissance en devenir. C'était la superpuissance qui devait venir, mais elle n'arrivait jamais. Et là, on a quand même le sentiment que l'Inde se rapproche du podium, j'allais dire. Et donc, pour nous en parler, Mélissa Levaillant, qui est cofondatrice, directrice générale du cabinet Seldon Conseil, vous êtes chercheuse senior associée à l'European Council of Foreign Relations, et vous êtes une spécialiste de l'Inde. Donc la vraie question, c'est est-ce que l'Inde franchit effectivement de façon structurelle et pérenne l'étape pour devenir membre du club réduit des grandes puissances globales? Bonjour, déjà je me joins à mes copanélistes pour vous remercier pour l'invitation. Alors en ce qui concerne le rapport de l'Inde à la puissance, je voudrais, avant de venir sur l'actualité du Parti nationaliste hindou, quand même souligner, parce que c'est important de l'avoir en tête, la très forte continuité qu'il y a dans la politique étrangère de l'Inde et le fait que cette ambition d'avoir une place au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas récente, elle date des années 2000, elle était déjà portée par le parti à l'époque au pouvoir, le Congrès, donc qui est le parti historique de l'Inde une fois qu'elle a obtenu l'indépendance. Il y avait le premier ministre de l'Inde donc Jawaharlal Nehru avait une vision assez internationaliste et une ambition de porter l'Inde sur la scène internationale dans un certain nombre de cadres multilatéraux. Dans la continuité aussi qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est cet attachement à la notion d'autonomie stratégique, qui est très important pour les Indiens dans le sens où l'idée c'est que la politique étrangère et la politique internationale de l'Inde doit vraiment contribuer au développement économique et interne de l'Inde. Et ça joue directement du coup dans sa façon dont l'Inde va concevoir sa puissance et le rôle qu'elle doit prendre sur la scène internationale, parce que ça amène l'Inde, et ça je pense que c'est vraiment transpartisan, à avoir une politique de prudence sur la scène internationale, puisque l'ambition de tous ces partenariats, ça ne va pas être d'être par exemple le gendarme du monde, mais ça va être surtout et avant tout de protéger ses intérêts économiques et sociétaux, dans cette idée que les enjeux encore à venir sont tellement encore énormes pour l'Inde que l'Inde ne peut pas se permettre de devenir le gendarme du monde. Mais ça, peut-être qu'on le développera plus dans la deuxième partie de la table ronde sur la façon dont cette puissance se déploie. Mais ce qui a changé, ce qui est sûr dans le rapport à la puissance de l'Inde depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014, c'est cette version assumée de cette aspiration à la puissance. Et d'ailleurs, il a beaucoup joué contre ses adversaires du Congrès en disant, voilà, eux, ils étaient mous, ils n'osaient pas employer le terme de puissance, ce qui était vrai en partie. Le Congrès, c'était un mot qu'ils évitaient. Nous, on va complètement assumer ce rapport à la puissance qui est aussi ancré dans une idéologie nationaliste hindoue, dans cette idée qu'il faut que l'Inde récupère sa place sur la scène internationale qui s'ancre aussi dans l'histoire millénaire de l'Inde. Et donc il y a eu clairement un changement de style et une assertivité beaucoup plus forte de Premier ministre indien sur la scène internationale depuis son élection, avec un dynamisme beaucoup plus fort. Mais c'est quand même tous les partenariats et toutes ces relations, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de révolution dans sa façon de conduire la politique étrangère. Il a renforcé très fortement son partenariat stratégique avec les États-Unis, qui avait été initié déjà dans les années 2000 par le parti du Congrès. Et de la même façon, il a poursuivi les programmes d'investissement militaire et de défense qui avaient été initiés depuis les années 2000, avec, par exemple, pour prendre le cas
de la relation franco-indienne, l'achat de Rafale ou l'achat de sous-marins Scorpène. Donc il y a cette très forte continuité, mais il y a ce style nouveau assumé de vouloir avoir une place importante sur la scène internationale. Donc ça passe donc par cette revendication renouvelée d'avoir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça passe par un dynamisme beaucoup plus fort dans les instances multilatérales qui avaient quand même un petit peu été délaissées dans les années 1990 après la guerre froide. Narendra Modi a énormément bénéficié de la présidence du G20 avec le sommet du G20 qui s'était tenu à Delhi en septembre. Et en fait, ce qui est assez important à prendre en compte, c'est qu'on est face à un parti politique qui, pour la première fois, exploite vraiment ses succès sur la scène internationale pour sa politique intérieure. Et donc, les discours qui sont faits sur la scène internationale par le ministre des Affaires étrangères indien ou par ses diplomates, il faut souvent les lire à double sens. Ils sont à la fois en direction des interlocuteurs de leurs partenaires internationaux, mais ils sont aussi destinés à leur population pour montrer justement cette volonté assumée d'avoir une place et d'avoir une place sur la scène internationale. Et ça peut déstabiliser les partenaires occidentaux de l'Inde parce que on a pu voir l'adoption de discours parfois assez virulents qui ont pu être interprétés comme des discours anti-occidentaux, par exemple au moment de l'intervention russe en Ukraine, où le ministre des Affaires étrangères, Jaishankar, a clairement dit c'est votre guerre, ce n'est pas la vôtre, et il faut que l'Europe arrête de se penser le nombril et le centre du monde. C'était un message pour les partenaires occidentaux, mais c'était surtout un message en interne pour montrer cette capacité à se projeter sur la scène internationale. Donc ce rapport à la puissance et cette ambition de puissance, ça passe par cette politique qu'on appelait avant le non-alignement, mais qui s'est transformée, puisque justement le parti au pouvoir rejette tout le vocabulaire qui peut être associé anciennement au parti du Congrès. Donc on parle aujourd'hui de multi-alignement. Donc il y a l'idée de défendre cette autonomie stratégique par une politique assumée de multi-alignement. Jaishankar a publié plusieurs livres qui permettent de comprendre sa vision de la politique étrangère indienne, et il dit clairement que le monde est aujourd'hui un monde bipolaire et que l'Inde doit exploiter toutes les contradictions de cette bipolarité pour en tirer profit, et toujours dans cet esprit de promouvoir le développement économique de l'Inde et son développement technologique. Donc ça passe par des partenariats multiples, par un renforcement très très fort du partenariat stratégique entre l'Inde et les États-Unis. Et vraiment pour les Indiens, il n'y a pas de contradiction à maintenir leur partenariat avec la Russie, qui est un partenariat qui est aujourd'hui quand même de plus en plus subi, qui est lié à une forte dépendance indienne à l'égard de l'armement russe, a un besoin aussi d'importer des hydrocarbures, puisque l'Inde a très fortement bénéficié d'une certaine manière de la guerre en Ukraine, dans le sens où avant la Russie représentait 2% de ses importations en hydrocarbures, et maintenant c'est monté à près de 40%. Donc ils ont vraiment fait exploser les importations, mais en parallèle, il n'y a pas de contradiction pour eux de se rapprocher très fortement des États-Unis, qui sont leurs partenaires stratégiques privilégiés, et ça c'est très important de l'avoir en tête, et c'est pour ça que certains discours qui peuvent parfois être interprétés comme étant anti-occidentaux, dans l'aspect un peu virulent de remettre un peu les Occidentaux à leur place, il faut pas, n'ont finalement pas d'effet concrètement dans la pratique des partenariats, puisqu'on est plutôt sur une tendance de renforcement très fort de la relation de l'Inde avec ses partenaires occidentaux. Dans le domaine économique, un des objectifs de l'Inde, c'est de pouvoir développer du coup son économie dans le secteur manufacturier, de réindustrialiser le pays. Donc là, parce que l'Inde a un problème au niveau économique, c'est que 80% de son économie reste dans le secteur, des emplois restent dans le domaine informel. L'économie et le secteur agricole demeurent encore trop prégnants, et le secteur des services, de l'IT et tout ce qui est dans l'innovation finalement est assez peu pourvoyeuse d'emplois. Donc l'Inde a toute une politique de réindustrialisation et de Make in India qui est assez contraignante pour les entreprises étrangères qui investissent, mais qui peut aussi poser question dans les choix que va faire l'Inde. Par exemple, l'Inde a pour ambition de produire d'ici 2035 de représenter 10% de la production de semi-conducteurs pour justement représenter une alternative à la Chine. Et il se pose des questions en termes de compétences, de qualification, de main-d'œuvre. Donc, par exemple, récemment, l'entreprise américaine Micron a investi en Inde dans le domaine des semi-conducteurs pour justement diminuer leur dépendance à l'égard de la Chine, et ils ont dû, parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre sur place,
faire appel à de la main-d'œuvre chinoise qui est venue travailler en Inde. Donc il y a encore en fait toute une série de défis comme ça qui se posent pour le développement économique de l'Inde. Donc c'est la formation de la main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs, parce que l'Inde essaye de faire du Make in India dans des secteurs hautement stratégiques et de haut niveau. Et donc il y a cet enjeu de former la main-d'œuvre. Il y a des enjeux, on est dans une croissance à plus de 6%, mais on parle parfois de croissance sans emploi parce qu'on voit le chômage augmenter avec notamment chez les jeunes, le chômage augmenter également chez les femmes, le poids de l'économie informelle également augmenté. Donc il y a des déséquilibres et des inégalités dans le domaine économique qui sont encore très très forts et qui vont peut-être freiner ces ambitions de puissance de l'Inde. Merci beaucoup. Donc on voit donc que en fait, chacun des pays a ses points faibles et ses points forts. Et comme les rapports de puissance sont un jeu à somme nulle, c'est pas grave d'avoir des points faibles. L'important, c'est d'en avoir moins que l'adversaire, ou de pouvoir utiliser les points faibles de l'adversaire en minimisant sa faiblesse à soi. Puisque c'est de ça dont il s'agit, en fait, dans cette compétition. Le deuxième tour qu'on va faire, c'est qu'est-ce qui fonde tout ça? Donc, on a vu les atouts, les faiblesses. Vous avez peut-être déjà un peu élaboré les stratégies. Au-delà des stratégies, qu'est-ce que chacun des pays dont vous êtes l'expert a en tête en termes d'implication internationale? Donc on a bien compris qu'il y a des débats internes. Pour certains très ouverts, c'est aux États-Unis. Pour les autres, c'est plus feutré, puisque c'est des appareils d'État qui essayent de jongler comme ils peuvent avec leur population et leur société, plus ou moins brillamment. Mais en première approximation, on voit bien qu'il y a des liens entre tout le monde, en particulier entre les deux compétiteurs, des liens économiques très forts entre la Chine et les États-Unis, qui font partie de l'équation. Et par contre, des liens politiques très forts entre la Russie et la Chine. Et puis après, il y a l'Inde qui joue un peu, multi-alignement oblige, sur tous les tableaux, de temps en temps dans les BRICS, l'OCS, etc., avec les continentaux, j'allais dire, pour faire plaisir à Mackinder, et de temps en temps avec les États-Unis, parce que pour jouer la polyvalence et pas s'enfermer dans un tête-à-tête avec la Chine, qui est clairement un des problèmes. Donc, on va commencer bien sûr par les États-Unis. Quelle stratégie à venir, et en particulier peut-être avec un petit focus sur la zone du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'océan Indien, voilà, qui est un peu notre zone favorite. Vaste question. Écoutez, c'est vraiment intéressant parce que les États-Unis aujourd'hui, donc j'ai parlé tout à l'heure des nombreux débats, essayent difficilement de surmonter le grand regret qu'ils ont de la décennie 1990, les années 1990, qui sont cette décennie qui est en train de devenir un peu mythique aux États-Unis, où finalement c'était l'apothéose de la guerre froide, puisque en l'occurrence ils l'avaient gagnée. Vous avez après 45 des décennies de duopole stratégique, comme on l'appelait en France, entre les États-Unis et l'URSS. Et puis en 1991, lorsque l'URSS se saborde elle-même le soir de Noël, il reste qu'une seule grande puissance dans le monde, ce sont les États-Unis, qui pendant 10 ans vont avoir cet espoir qui à l'époque semble fondé, puisque l'URSS a disparu, c'était quand même pas rien, un espoir fou de voir tous les pays du monde accéder petit à petit, et plutôt plus rapidement que moins, à la démocratie libérale. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait un si grand optimisme sur l'idée que la Chine, en rentrant dans l'OMC, les circuits de commerce international, allait elle aussi devenir une démocratie. On avait quand même transformé l'URSS en une Russie qui, dans les années 90, on est sous Yeltsin, enfin tout est encore possible. Et donc il y avait cette idée, et tous les pays d'Europe centrale étaient en train de se transformer en démocratie, eux aussi, de rentrer dans l'Union européenne, dans l'OTAN, etc. Donc il y avait un souffle pour les Occidentaux, les Américains, un souffle d'espoir dont on a complètement... qu'on juge maintenant assez durement comme une période d'immense naïveté, puisque, on le sait, rien de tout cela s'est produit, mais qui à l'époque était difficile à ne pas croire, puisque finalement l'URSS avait rendu les armes, et donc le reste du monde allait suivre.
Et puis, bien évidemment, les années 2000 sont arrivées avec le défi du terrorisme, une Chine qui finalement explose économiquement sans pour autant devenir une démocratie. C'était une énorme déception pour nous, occidentaux. Et puis le Moyen-Orient. Ah non, attendez. Et puis le retour d'une Russie revancharde à partir des années 2000. Là aussi, ça s'est vu petit à petit. La Tchétchénie, la Géorgie, la fin de l'expérience de la liberté d'expression en Russie, etc. Donc, bref. Aujourd'hui, donc, on se retrouve avec ces États-Unis un petit peu fatigués, un petit peu déçus et un petit peu doutant d'eux-mêmes et doutant du reste du monde, qui hésitent, donc j'évoque à nouveau les débats que j'évoquais tout à l'heure, qui hésitent entre vouloir continuer à être un leader dans ce monde nouveau ou se résoudre à avoir un monde, comme vous le décrivez, de sphère d'influence. Alors, on ne sait pas encore comment ça se ferait, mais une sphère d'influence chinoise, évidemment, une sphère d'influence russe. Alors, quels seraient les liens entre les deux, etc., etc. Mais maintenant que j'ai dit ça, je voudrais dire aussi qu'il y a quelque chose de très passionnant aux États-Unis, c'est la continuité d'une vision géopolitique qui remonte aux années 1890. Vous l'avez évoqué ce matin, c'est l'amiral Mahon, qui est donc un amiral qui a écrit des bouquins très très influents aux États-Unis dans les années 1890 et qui proposait à l'époque une vision du monde géopolitique qui finalement, avec quelques petites évolutions évidemment, est encore utilisée aujourd'hui aux États-Unis et qui, à mon avis, aujourd'hui encore, avec quelques variantes, je vais y venir, informe la vision du monde géopolitique qu'ont les États-Unis. Alors, je vais aller vite. Mahon, c'est cette vision d'un monde dans lequel s'opposent les pays terrestres, les puissances terrestres. Donc à l'époque, c'est l'Allemagne. Après, ça va être la Russie. Aujourd'hui, c'est la Russie et la Chine. Enfin, en gros, les puissances qu'on va dire, pour parler vite, eurasiatiques. Et puis, face à elles, les puissances maritimes, les thalassocraties. Donc à l'époque de Mahon, c'était la Grande-Bretagne. Et puis, c'est devenu aujourd'hui les États-Unis qui ont surmonté la Grande-Bretagne en termes de tonnage et de puissance navale dans les années 1920. Bon, bref. Cette vision, elle se transforme, elle se raffine avec l'idée que cette opposition entre ces deux grandes masses, puissance terrestre d'un côté, puissance maritime de l'autre, vous en avez parlé ? Non, c'est plus la carte là. Enfin, tout le monde a à l'esprit la carte de tout à l'heure, c'était exactement ça. Il y a un autre théoricien de géopolitique qui a écrit beaucoup dans les années 1940, qui s'appelait Nicholas Spykman, et qui raffine cette vision donc, que je viens de décrire des deux puissances terrestres maritimes en disant qu'en fait, l'opposition entre ces deux puissances, elle va se faire par le contrôle de ce qu'on appelle, de ce que lui appelle, que Spykman appelle le Rimland. Alors, suivez-moi, c'est un truc un peu pour nerd, mais c'est l'idée que la puissance terrestre ou la puissance maritime va en fait emporter le contrôle du monde au travers de la domination de ce fameux Rimland, qui est la région, une sorte de bande qui fait le tour de l'Eurasie, depuis l'Europe occidentale, donc nous, je me mets dans votre sens, depuis donc nous, l'Europe occidentale, passant par le Moyen-Orient, l'Inde, et puis allant jusqu'en Extrême-Orient, le Japon, le Vietnam, etc. La domination de l'Europe occidentale est un moyen de contrôler le monde par le biais du contrôle de ce Rimland. La guerre du Vietnam, de l'autre côté, est aussi une bataille pour le contrôle du Rimland. J'en arrive à aujourd'hui. Les États-Unis, aujourd'hui, considèrent que leur plus grand ennemi, ou en tout cas défi structurant, c'est le terme officiel, pacing challenge, c'est la Chine, donc avec son allié russe derrière, mais qu'aujourd'hui, donc, pour contrôler le monde, ce Rimland est devenu cette vaste région qu'ils appellent l'Indo-Pacifique, une région qui va donc des côtes de l'Afrique, qui passe l'océan Indien sous l'Inde, et puis qui arrive jusqu'aux côtes Pacifique, à la côte californienne, donc c'est océan Pacifique, océan Indien, et puis évidemment l'Australie en bas, c'est cette énorme région. Il y a beaucoup de cartes qui se baladent, il y en a une dans le livre que vous avez mentionné tout à l'heure. Bref, les États-Unis en étaient là, dans leur nouvelle vision géopolitique du monde, à se dire qu'il fallait qu'ils contrôlent cette région Indo-Pacifique
pour contenir, pour faire de l'endiguement, comme on dit, contre la Chine. Et puis, ça, c'était la vision, je dirais, dans les années 2010-2015. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, le réveil de la Russie agressive avec l'attaque de l'Ukraine, et donc cette partie du Rhineland doit toujours être contrôlée. L'Ukraine était l'un des principaux points du Rhineland dans les anciennes expressions de la vision géopolitique, Spikeman et puis Mahon auparavant, puis d'autres que je ne cite pas. Et puis ensuite le Moyen-Orient, avec le 7 octobre, il y a pile un an. Et donc aujourd'hui, nous avons des États-Unis qui se retrouvent avec exactement la même vision géopolitique qu'en 1940 ou même en 1890, avec cette idée qu'ils doivent finalement contrôler toute cette région, Europe centrale, Moyen-Orient, Indo-Pacifique. Et donc finalement, rien n'a changé. Eh bien, rien n'a changé, alors qu'à l'intérieur, tout change. Donc il va y avoir un problème qu'on va évoquer tout à l'heure. On va passer à la Chine. Vous aviez déjà un peu parlé donc, des routes de la soie et de la stratégie, mais maintenant revenons à la stratégie et même d'opposition, puisqu'il y a quand même un jeu de ping-pong entre les deux pays, d'opposition aux États-Unis. Comment les Chinois réagissent? Le projet de puissance chinois, il faut bien garder à l'esprit qu'il a été que ce qui est mis en œuvre à l'heure actuelle a été plus ou moins conceptualisé à la fin des années 70, au début des années 80. Si ce n'est pas même avant ça, on peut trouver les racines et les prémices, même dès le début des années 50 et des années 60, au plein cœur de la guerre froide. Cette aspiration à la prédominance et à la restauration, si vous voulez, mais ça c'est quand même beaucoup pour le folklore, de la place de la Chine avant qu'elle ne subisse les outrages de la colonisation, les guerres de l'opium, etc. etc. Ça c'est un moteur idéologique, mais ce n'est pas le moteur, le véritable moteur et le ressort pour cette quête de puissance. Cette quête de puissance, elle repose sur une volonté vraiment aujourd'hui dans le concert des nations de promouvoir un modèle et de restaurer un espace d'influence de portée globale au cœur duquel se situe le Parti communiste chinois. Et donc ce projet, il est avec une vision stratégique à très long terme. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des revirements tactiques, on a des changements, des évolutions, des adaptations, mais le projet en lui-même reste formé et formulé autour du constat que le système post-Seconde Guerre mondiale a favorisé l'émergence et a favorisé la prédominance des États-Unis. Donc il faut que la Chine mette à bas ce système. Et donc pour ce faire, il faut travailler sur la structure, travailler sur les infrastructures, rentrer dans les institutions, dans les organismes, subvertir, changer, déséquilibrer, rééquilibrer et subvertir quand c'est nécessaire. Sinon, on change et on rétablit les rapports de force selon ses intérêts. Et si vous voulez, cette capacité de la Chine à redéfinir la structure et à redéfinir, je dirais, l'écosystème de la politique internationale a été publicisée dans sa version la plus claire à travers donc ce fameux projet des routes et de la ceinture de la soie, qui n'est rien d'autre qu'un projet global de redéfinition des flux autour de la Chine et de redéfinition des rapports économiques et d'interdépendance globaux avec la Chine en son cœur. Et donc on a un travail sur les infrastructures, on a un travail sur les affiliations, on a un travail sur la cooptation diplomatique, sur l'influence, on a des travaux sur les soutiens, les réalignements, casser les alignements qui étaient précédemment défavorables à la Chine. Bref, une vision géopolitique tangible
qui repose encore une fois sur des choses très matérielles, comme les investissements portuaires, les investissements dans des voies ferrées, mais qui ont une finalité géostratégique très profonde et qui visent à rééquilibrer, à redéfinir les paysages, de manière à pouvoir ensuite agir dans ce paysage de manière plus sereine ou plus facile, en étant moins contrainte par les structures. Et donc c'est ça qui se passe à l'heure actuelle, et c'est ce projet que poursuit la Chine. Excusez-moi, mais dans quelle mesure ce projet rentre en confrontation avec la stratégie du Rimland des États-Unis ? Alors, il rentre en confrontation avec la stratégie des États-Unis parce que, comme je l'ai dit, la Chine considère que le système international tel qu'il est, le système monétaire, le système commercial, même le système onusien, est à la fois le produit, mais aussi une des raisons fondamentales de la domination américaine. Et donc, il faut changer ça. Il faut changer aussi, si vous voulez, la question... Alors, le Rimland, on peut discuter sur la valeur de la vision et la réinvention de Spikeman. Voilà. Il n'y a pas de vision. Ne cherchez pas le géostratège chinois contemporain de Spikeman qui aurait redéfini ça n'existe pas. Par contre, ce travail sur les flux, la sécurisation des flux qui naît du constat de la dépendance croissante de la Chine aux routes maritimes, aux vulnérabilités liées au passage des détroits, ce genre de choses, est à l'origine de la conceptualisation de la ceinture et de la route économique de la soie, et la volonté de la Chine de pouvoir placer avoir des capacités d'influence directe sur ces points. Évidemment, la base navale chinoise à Djibouti est un point de rupture. Stratégiquement, ça va même au-delà de la simple présence régionale. Je ne sais pas si vous avez récemment vu je vous incite à aller faire un tour sur Google Earth et vous verrez ce que les militaires chinois appellent un point d'appui logistique. C'est assez édifiant. Mais la mise en œuvre de ce point d'appui logistique de cette base chinoise et le fait que la Chine aspire à en avoir d'autres redéfinit cet espace géopolitique. Et c'est bien là l'essence même du projet chinois, qui est de changer l'environnement, changer la nature du terrain pour pouvoir éventuellement, le jour où la question se posera, concourir ou être confronté aux États-Unis. Je voudrais préciser encore, je suis désolé, on va rester un peu sur Chine-États-Unis parce que c'est quand même un point clé du dispositif et du défi entre les puissances. Est-ce que les États-Unis, je me reconnais tout à fait dans ce que vous avez présenté sur Spikeman et Mahan, c'est la stratégie, c'est le modèle cognitif des stratèges américains, que ce soit dans la marine, dans les armées ou des diplomates. Ça serait un système très militarisé d'ailleurs, avec des chapelets de base, des présences militaires et une continuité. Vous avez évoqué le système chinois, plus chinois. On change la structure, on change les règles du jeu, on infiltre les réseaux, on fait du portuaire, on fait les BRI, on fait du commerce. Typiquement, si les États-Unis refusent de lâcher le Moyen-Orient et si les Chinois, malgré tout n'arrivent pas à rentrer, ce qui est actuellement un cas... on ne sait pas très bien qui va gagner, si quelqu'un va gagner, parce que l'outil alignement indien est pratiqué partout. Et donc, finalement, on peut arriver à une espèce de patte aux échecs dans la région du Moyen-Orient. Est-ce que la stratégie chinoise ne consistera pas à contourner, soit par l'intérieur, la BRI, c'est Road and Belt, donc la Road, l'Eurasiatique, ou par l'extérieur, en faisant le tour de l'Afrique et en essayant plutôt de phagocyter l'Afrique, ou alors est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer un scénario où les Chinois, parce que le Moyen-Orient sera vital pour eux en raison de l'approvisionnement pétrolier, ne supporteront pas le risque de maintenir une présence américaine forte dans cette région. Vous avez compris où je veux en venir. Si tel était le cas, on aurait à un moment un point géographique bien localisé où les deux puissances auront identifié que le centre de gravité que représente ce point, et là on pourrait avoir un clash important. Alors,
Je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais au risque de rentrer dans un débat qui vraiment nous éloignerait du cœur du sujet, il y a une querelle des cartographies. Et les cartographies chinoises sont très loin des cartographies que l'on voit ici et de celles qui ont été projetées aujourd'hui. Les cartographies chinoises placent la Chine au cœur de la cartographie. Et la perception que vous avez du monde, des flux, des distances, et surtout de la difficulté des points d'accès ou dans une lecture très géopolitique, des rayons d'action et des capacités d'action des puissances concurrentes sont très différentes. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point pour rebondir sur le Moyen-Orient. Oui, il y a une concurrence très je dirais plus ouverte entre la Chine et les États-Unis au Moyen-Orient. Néanmoins, encore une fois, l'approche chinoise, elle est très différente de l'approche américaine. Elle tient compte de la nature du contexte, de l'équilibre des rapports de force. Et c'est pour ça qu'essentiellement aujourd'hui, l'effort chinois sur le Moyen-Orient, il est évidemment diplomatique, mais tout ceci n'est qu'un enrobage à une politique excessivement, je dirais, impressionnante d'investissement dans les nouvelles technologies, d'accompagnement des régimes locaux, de joint venture, de développement de technologies, que ce soit dans le médical, que ce soit dans les nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle, dans le digital, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, on a un accroissement énorme de l'influence directe chinoise, qui fait qu'aujourd'hui, même si la Chine est un acteur, je dirais, militaire, pas du tout prépondérant au Moyen-Orient, c'est un acteur diplomatique absolument central, et qui plus est, qui est considéré par certains États régionaux comme un recours visant à pouvoir contrebalancer les Américains. Et donc, en cela, la stratégie chinoise est un succès. Entendu, bien entendu. J'entends quand même le recours avec un point faible de la stratégie chinoise, c'est sa prudence militaire, c'est-à-dire la volonté de ne pas s'engager dans des conflits. Or, on voit bien que c'est une région quand même où les missiles volent assez rapidement et que dans ces cas-là, les Américains sont les seuls à vouloir jouer le jeu militaire quand il a lieu. Ça peut être un des points. On pourra revenir... Juste sur un point sur ça. C'est aussi énormément dans l'intérêt de la Chine d'avoir les Américains fixés au Moyen-Orient, fixés en Europe de l'Est, parce que le jour où la question de Taïwan va se poser, ou de la mer de Chine méridionale, ou de la péninsule coréenne, le rapport de force là et les effets d'étirement seront très différents. Absolument. Je ne dis pas que... mais c'est un contournement, en fait, de l'emploi de la force, avec un angle mort de la politique américaine qui est quand même parce que Mann et Spikeman, ils avaient complètement oublié l'Afrique. Et donc l'Afrique reste un terrain pour les autres acteurs, ce qui me fait le lien avec la Russie, puissance, on peut le dire, un peu moins globale et un peu plus régionale, mais comment joue... Oui, je sais que ça ne va pas faire plaisir à Poutine s'il nous écoute, mais quelle est la stratégie russe là? Ouais. Je rigole de ça, mais je me souviens d'une interview de Barack Obama à The Economist en 2014 qui avait dit que de toute façon la Russie n'était qu'une puissance régionale qui ne pèse sur ses voisins que par la coercition et qui avait eu un vrai retour de flamme derrière et que c'était quand même, au niveau officiel, ça n'avait pas du tout été apprécié. Donc la Russie ne veut pas être vue comme une puissance strictement régionale. Et je rebondirais sur Mackinder, Spikeman en disant que si peut-être en Chine, il n'y a pas forcément un grand intérêt pour ces théories. En Russie, en revanche, il y a la conviction, plutôt à tort, mais enfin, il y a la conviction que c'est quand même un élément extrêmement déterminant des stratégies américaines dans le voisinage de la Russie et que Brzezinski avait tout écrit dans le Grand Échiquier et que tout ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui est finalement une illustration de l'influence de ces écoles géopolitiques. Alors la Russie, elle continue à faire ce qu'elle a fait depuis le début des années 90, c'est la puissance par association, parce que même si elle surjoue sa puissance, elle a bien conscience quand même des différentes failles de son appareil de puissance. Donc dans les années 90, et c'est peut-être un des éléments qui nous a amené à la situation de crise dans laquelle on est, enfin crise très aiguë dans laquelle on est aujourd'hui avec la Russie, c'est qu'on a pensé à un alignement. Mais c'est vrai que dans les années 90, la Russie voulait être intégrée dans la communauté occidentale, projet de démocratisation
mondialisation, d'évolution vers l'économie de marché, etc., etc. Et on avait vu ça un petit peu comme un alignement. Or, en fait, pour la Russie, c'était déjà essayer de pratiquer la puissance par association. J'ai des trous dans la raquette de mon appareil de puissance, mais je vais me faire coopter par les grands de ce monde. Et les grands de ce monde, à l'époque, indéniablement, c'était les pays occidentaux. Et je pense que là, il y a un malentendu originel dont on paye sans doute encore aujourd'hui un petit peu les conséquences. Et depuis, disons, le début des années 2000, voilà, il y a eu une petite évolution, parce qu'il y avait déjà eu quelques griefs à l'égard des pays occidentaux par rapport à ce projet d'être coopté par les puissances occidentales. C'est l'association à la puissance chinoise, dont on voyait bien qu'elle commençait à préoccuper beaucoup les États-Unis. Et donc, pour la Russie, s'associer dans un partenariat stratégique, c'était pas l'amitié sans limite à l'époque, c'était le partenariat stratégique avec la Chine, c'était une façon de grandir sa propre puissance. Et puis aujourd'hui, c'est encore le cas à travers le format des BRICS, dans une autre mesure l'organisation de coopération de Shanghai, qui, par leur rayonnement, montre que la Russie, qui en est une pièce maîtresse bien évidemment, continue à avoir un vrai impact bien au-delà de la sphère régionale à laquelle certains voudraient la cantonner. Alors aujourd'hui, je verrai dans la stratégie de la Russie, il y a un agenda négatif d'une certaine façon et un agenda plus positif. L'agenda négatif, c'est, j'en ai bien peur, le projet de désoccidentalisation de l'ordre international. Alors ça peut paraître un peu ridicule, mais en fait, ou pauvre, mais en fait, il y a une vraie démarche, une vraie stratégie qui est articulée autour d'un certain nombre d'arguments. Alors, je ne vais pas les développer. Il y a évidemment ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la Russie rempart contre l'Occident décadent au niveau sociétal. Il y a également ce discours sur le néocolonialisme des pays occidentaux qui prêtait à sourire compte tenu du comportement de la Russie vis-à-vis de ses voisins. Mais voilà, on sent que ça a une certaine portée dans certains pays au Moyen-Orient, dans certains pays en Afrique, notamment ces dernières années. Un autre élément du discours, c'est les sanctions qui seraient utilisées par les États-Unis et les Occidentaux d'une manière générale comme une arme et qui montrent finalement que la mondialisation, c'était une forme de piège et qui visait à asseoir finalement la suprématie des pays occidentaux. Et là aussi, moi, je constate qu'il y a quand même un public convaincu dans un certain nombre de coins du monde sur le sujet. Parfois parce que la propagande russe vient aussi bien appuyer sur ces sujets-là, à travers les médias en langue locale que les Russes déploient un petit peu partout dans le monde, à travers aussi les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même un auditoire pour ça. Et puis le dernier argument, c'est toujours accusatoire des Occidentaux, c'est les États-Unis, les Occidentaux ne veulent plus tellement entendre parler du droit international, que la Russie respecte bien évidemment, mais veulent cette rules-based order, dont les rules en fait sont définis par les pays occidentaux. Et sur ces 4 axes, la Russie déploie constamment dans ses nombreuses, c'est très, très nombreux efforts diplomatiques, hein, parce qu'il faut voir que la diplomatie russe actuellement est extrêmement active. Monsieur Lavrov, mais pas seulement, fait de très très nombreuses visites ces dernières années, donc il martèle ses discours. L'agenda plus positif, et ça met aussi en jeu la relation de la Russie avec ce qu'elle appelle la majorité mondiale, c'est qu'elle doit redéfinir quand même sa place dans le monde, ne serait-ce qu'en termes de montrer qu'elle n'est pas isolée, évidemment, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, redéfinir sa place dans les échanges économiques, commerciaux, technologie, les chaînes de valeur technologiques. Avant la guerre, le commerce avec l'Union européenne, c'était à peu près 56% du commerce de la Russie. Aujourd'hui, c'est avec l'Asie que la Russie fait l'écrasante part de son commerce extérieur. On voit qu'elle rediffuse aussi ses flux énergétiques, ce qui ne va pas sans mal, parce que les pays asiatiques, notamment qui achètent ces hydrocarbures, ne lui font absolument pas de cadeaux. Les prix sont cassés. Mais voilà, il faut trouver aussi des composants qu'on peut plus se procurer directement auprès des pays occidentaux, des machines-outils de pointe. Et donc tout ça, ça nécessite de
bien se positionner par rapport à tous ces pays, dont elle doit découvrir qu'ils ont une certaine agentivité, le fameux agency, je ne sais pas très bien comment le traduire, qu'ils ont leurs intérêts propres, que dans cette compétition de puissance dont on parle aujourd'hui, eh bien, chacun essaye de tirer finalement le maximum d'intérêt. Et là, pour la Russie, il faut un peu changer le logiciel, parce que la Russie est habituée à penser le monde, grande puissance, petits pays. Et les petits pays, dans la perspective russe, et je crois que c'est vraiment un élément qu'ils ont du mal à lâcher, les petits pays doivent savoir où ils sont placés dans le jeu des grandes puissances et montrer une certaine déférence par rapport aux grandes puissances. Et ça, bien sûr, dans beaucoup de pays de la fameuse majorité mondiale, on n'est pas forcément, on n'a pas tellement envie de s'aligner sur le discours de la Russie dans ses accents les plus agressifs. On n'est pas forcément attiré par un projet assez massivement anti-occidental. On n'est pas forcément très satisfait du rôle de la Russie dans la fragilisation du régime de non-prolifération. Ça, c'est quelque chose qui, quand même, ne joue pas trop en sa faveur en termes d'image. Et en fait, ce que font comprendre beaucoup de pays, aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique, c'est à la Russie, il faut montrer une offre, il faut avoir des choses à proposer, et on voit que la Russie, dans certains cas, arrive quand même à faire un petit peu acte de compromis, esprit de compromis, dans des relations, par exemple, qui sont assez pivots aujourd'hui pour elle. Je n'ai pas le temps de le développer, mais on pourra peut-être en reparler. Avec la Turquie notamment, avec l'Arabie Saoudite, on voit que la Russie sait quand même composer, arrondir les angles et essayer justement de faire une offre un petit peu plus positive, plutôt que de dire, comme on peut le lire dans certains rapports qui sont censés alimenter la pensée du ministère des Affaires étrangères russe. Je lisais que la majorité mondiale n'est pas quelque chose d'extérieur à la Russie. La Russie en elle-même en est un membre actif, et même sa plus importante ressource géopolitique, et même son cœur militaro-politique. Donc, quand je lis des phrases comme ça, je me dis que il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour la Russie pour améliorer son logiciel de relation avec des pays qu'elle qualifierait de petits pays, parce qu'aujourd'hui, finalement, elle est aussi dans une position de demande qui fait qu'elle va devoir certainement beaucoup renouveler ses approches. Merci. Je voudrais donc passer à l'Inde. Alors juste, il y avait une question sur l'Inde, mais qui a disparu, donc je ne sais plus trop, mais ça parlait de la stratégie de l'Inde. Et justement, au regard de ce jeu à trois qui se passe autour d'elle, une puissance montante mais un peu agressive, la Chine, une puissance américaine qui a sa stratégie propre articulée sur Dreamland, je trouve que ça résume assez bien finalement les choses, et une puissance russe qui est un peu le spoiler quand même, qui joue la carte anti-occidentale, parce qu'elle se rend compte que c'est là qu'elle a le plus de gains à gagner à plus court terme. On est d'accord? Je crois résumer ton idée. À vous. Alors, je dirais que le déterminant aujourd'hui de la définition de la stratégie indienne, ça reste la Chine. Depuis les années 2010, évidemment, l'Inde est très inquiète de voir l'évolution de la politique étrangère chinoise, et on a mentionné la BRI, la construction d'infrastructures, etc. Et en particulier dans son voisinage immédiat, puisqu'en fait, c'est vraiment... Une des régions dans lesquelles se manifeste et se concrétise réellement la stratégie chinoise, c'est en Asie du Sud. Donc il y a cette notion de collier de perles chinois qui encerclerait l'Inde, et il y a une vraie inquiétude indienne par rapport à cette montée en puissance de la Chine, avec en parallèle en plus une forme de, c'est encore un autre sujet, mais de neutralisation du voisin pakistanais qui est un peu plus mis de côté, même si elle le garde en tête, parce que ce que redoute l'Inde aussi, ce sera un affrontement sur deux fronts, à la fois face au Pakistan et face à la Chine. Et le renforcement du partenariat sino-pakistanais a aussi énormément inquiété l'Inde, avec notamment les investissements de la Chine dans le port de Gwadar au Pakistan, qui font partie de cette stratégie d'investissement dans des infrastructures duales de la Chine. Un des points aussi majeurs d'inquiétude pour l'Inde, ça a été l'affrontement de Galwan en 2020, donc à la frontière dans le nord-est de l'Inde, où il y a eu un affrontement entre les forces indiennes et chinoises, enfin pas directement, ils n'ont pas eu recours aux armes, mais ils se sont battus avec les mains, et il y a eu plusieurs dizaines de morts côté indien, et qui était lié on était dans un moment où il y a une très forte militarisation des deux côtés, indiens et chinois, une militarisation qui n'a pas bougé, et avec des avancées
chinoise qui grignote progressivement le territoire indien. Donc Galwan, ça a été vraiment, avec aussi le moment de l'épidémie, enfin de la pandémie de Covid-19, avec une rupture, enfin des chaînes d'approvisionnement, ça a été une vraie prise de conscience depuis 2020 de la part des Indiens du fait que la Chine, ça reste leur principal souci et leur principal point d'attention. Et c'est ce qui a accéléré la stratégie Indo-Pacifique de l'Inde. Donc le terme d'Indo-Pacifique était déjà employé. Il y avait Narendra Modi en 2018 avait fait son discours au Shangri-La Dialogue à Singapour de sa vision de l'Indo-Pacifique, qui est un écho aussi à la stratégie Indo-Pacifique américaine, même si le premier pays en fait à porter cette vision Indo-Pacifique, c'était les Japonais dès les années 2000, et ils la portaient avec les Indiens. Mais donc il y a une réappropriation de cette stratégie Indo-Pacifique par les Indiens en 2018 et une accélération depuis 2020. Avec cette idée qu'il faut justement, face à cette stratégie chinoise que décrivait Emmanuel, qu'il faut renforcer. En fait, l'Inde a conscience qu'elle ne parviendra pas à contrer la Chine, qu'elle n'en a pas les moyens, mais tout l'enjeu, c'est d'essayer de la contraindre dans ses actions, de contraindre la Chine dans ses actions et de maintenir aussi une forme de présence en Asie du Sud où, même avant la montée en puissance de la Chine, l'Inde avait des difficultés dans la gestion de ses relations avec ses voisins, puisque aussi du fait de sa politique d'ingérence très régulière chez ses différents voisins, elle était vue comme la puissance hégémonique et souvent rejetée. Et l'arrivée de la Chine a compliqué d'autant plus les relations de l'Inde avec ses voisins. Donc il y a une vraie volonté indienne dans cette stratégie indo-pacifique d'essayer de contraindre la Chine dans ses actions en renforçant le multilatéralisme. Alors les Indiens, justement, face aux critiques du rules-based order, qui serait l'ordre des Américains, parlent de la défense d'un ordre fondé sur le droit international, comme ça au moins c'est plus neutre, mais il y a vraiment cette volonté de renforcer les structures multilatérales, de renforcer le droit international, de trouver des partenariats et de les diversifier, notamment justement dans des endroits aussi où les Chinois sont très forts, c'est-à-dire les domaines des infrastructures, du digital. Et donc si on en vient sur la région du Moyen-Orient, c'était assez intéressant parce qu'une des manifestations dont l'Inde, avec ses partenaires, et notamment américains et israéliens, avait réussi à trouver une forme de projet assez concret, de projection concrète de promotion d'une forme de projet de connectivité et d'infrastructure au Moyen-Orient, c'était d'abord via le partenariat I2U2 qui avait été annoncé il y a 2 ans. Donc I2U2, c'est entre Inde, Israël, les Émirats arabes unis et les États-Unis, dans les domaines assez variés, mais de l'intelligence artificielle, du digital, la cyber. Et puis après l'annonce au moment du sommet du G20 de l'IMEC, donc l'India Middle East Corridor, qui est un projet de corridor qui doit passer du coup par l'Inde, le Golfe, Israël et aller jusqu'au port de Marseille. Évidemment, tous ces projets aujourd'hui sont en suspens avec le conflit au Moyen-Orient, mais c'est un exemple d'une des façons que l'Inde avait trouvé de déployer cette stratégie en Indo-Pacifique en trouvant des partenariats très concrets. Et on voit là que quand même son partenaire américain était un des moteurs. Et l'Inde a intérêt dans la région du Moyen-Orient à ce que, depuis 20 ans qu'on entend très régulièrement parler avec notamment la baisse des besoins américains en importation d'hydrocarbures. C'est un sujet qui revient régulièrement, le fait que les États-Unis vont se retirer de la région du Golfe. Et ça, c'est un sujet qui inquiétait énormément les Indiens parce qu'ils ont intérêt à ce que les États-Unis se maintiennent dans cette région-là, notamment parce qu'ils ont aujourd'hui 9 millions de ressortissants indiens qui travaillent dans les pays du Golfe, qu'ils ont intérêt à assurer la sécurité et la stabilité de la zone. Après, une des autres manifestations de cette stratégie, donc il y a construire des projets d'infrastructure, notamment en Afrique. Un des points intéressants qu'on voit là, c'est quand même sur un des cas que j'avais étudié sur la côte est africaine, c'est qu'il y a quand même des déceptions par rapport aux projets chinois d'infrastructure dans un certain nombre de pays. Et donc l'Inde essaie de se positionner avec l'Union européenne ou avec le Japon pour essayer de proposer des alternatives face aux projets d'infrastructure. Les Chinois aussi investissent moins dans les infrastructures. Dans les différentes, il y a aussi cette volonté indienne de garantir une présence permanente dans l'océan Indien. Pendant longtemps, donc les Indiens disaient que l'océan Indien c'était l'océan de l'Inde. Aujourd'hui, ils sont plutôt favorables à faire des partenariats, mais il y a cette idée qu'ils ont un rôle à jouer dans l'océan Indien pour garantir la sécurité et la stabilité. En revanche, là où il y a encore des débats, c'est jusqu'où est-ce qu'ils vont. Les Américains, très souvent, ont mentionné l'Inde dans leur papier stratégique comme un net security provider, donc un fournisseur de sécurité dans la zone. Et les Indiens ont toujours contredit cette vision-là en disant non, nous,
il parle de partenariat stratégique préférentiel pour diminuer un peu les attentes américaines à leur égard, mais il y a quand même cette idée que l'Inde a un rôle à jouer pour assurer la sécurité et la stabilité dans l'océan Indien. Et un dernier point, c'est qu'on voit là, par rapport à ce qui a été dit aussi sur la Russie et cette rhétorique russe par rapport à cette majorité mondiale, donc ce que les Indiens appellent plutôt le Sud global, on voit qu'il y a quand même dans la réalité, dans la pratique, dans les faits, une très forte convergence d'intérêts et de visions stratégiques entre l'Inde et les pays occidentaux dans la vision indo-pacifique. En revanche, les Indiens sont quand même un petit peu coincés face à ces rhétoriques alternatives d'un Sud global, parce qu'ils portent aussi, du fait du nationalisme hindou, du fait de leur histoire coloniale, ils portent aussi une forme de rhétorique qui, je le disais dans la première partie, qui peut être vue comme anti-occidentale. Et du coup, voilà, ils sont dans un moment un peu charnière de définition de leur rôle dans ces recompositions, avec certains diplomates indiens qui incitent justement les pays occidentaux à les voir comme un relais de leurs intérêts dans les organisations internationales, mais il peut y avoir parfois une forme d'ambiguïté et de difficulté à lire, du coup, du fait de toutes ces contradictions potentielles, la place de l'Inde dans ces équilibres. Merci. Écoutez, en regardant les questions, j'ai l'impression quand même qu'on a quand même pas mal couvert les choses, sauf peut-être le financement dans la tentative d'avoir un modèle de financement international alternatif à celui du dollar. Bon, mais c'est quand même, on est quand même loin du compte. Je voudrais faire un dernier tour de table à 1 minute chacun, où vous puissiez nous dire quel est le pire cauchemar pour chacun des pays dont vous êtes l'expert en termes stratégiques, dans le cadre de ces relations à 4, enfin à 2 plus 2, si je puis dire ça comme ça, 2 plus 1 plus 1, parce que c'est quand même des relations très inégales. Laurence ? J'espérais que vous ne me demanderiez pas de commencer. Parce que... Alors, ce serait facile de dire l'élection de Trump serait le cauchemar, mais en fait, il est tellement imprévisible et finalement tellement craint par non seulement ses alliés, mais peut-être aussi les dirigeants russes et chinois, que finalement, de manière inattendue, il pourrait peut-être plus obtenir d'eux qu'une dirigeante, en l'occurrence démocrate, qui serait plus dans une négociation traditionnelle et dans un rapport donc de force traditionnel. Et là, évidemment, avec Trump, on est un peu dans la stratégie du fou, vous savez, dont l'imprévisibilité est une telle menace que finalement, les autres sont finalement encore plus inquiets et peut-être plus dociles. J'ai tenu 1 minute, là. Hein. Absolument. Ouais. Isabelle ? Ah oui, pardon. Non. Emmanuel, on va garder cet ordre qui est important pour... Bon, on parle de cauchemar, hein, donc on parle de fantasmes, de subconscient. Je pense que le pire cauchemar pour la Chine serait une défaite très nette de la Russie en Ukraine, un régime russe qui vacille, et à moyen terme, je dirais que le pire cauchemar pour la Chine serait que Taïwan décide de se doter d'un programme nucléaire. Donc la Russie. Pour la Russie, ce serait sans doute en lien avec ce qui vient d'être dit, que la Chine et les États-Unis arrivent à trouver une sorte de modus vivendi, à trouver un cadre pour gérer leurs différences stratégiques qui finalement rendraient la Russie moins importante pour la Chine dans cette compétition entre États-Unis et Chine, et qui donc montrerait d'autant plus l'asymétrie dans la relation bilatérale, amènerait peut-être la Chine à prendre moins d'égards, avoir moins d'égards vis-à-vis de la Russie, ce qui est le cas quand même pour l'instant sur pas mal de dossiers, et qui donc représenterait aussi pour la Russie un risque supplémentaire de marginalisation relative dans le jeu des grandes puissances. Et donc pour l'Inde, je dirais que ce serait une invasion chinoise de Taïwan qui serait, avec une victoire de la Chine face à un éventuel affrontement américain, et du coup la Chine en profiterait éventuellement pour renforcer et intervenir côté indien. On voit bien que ça tourne entre, le débat Chine-Russie est clé, et les autres se positionnent par rapport à ce débat. Et j'arrêterai en disant simplement, moi, en vous écoutant, c'est vraiment le combat d'un joueur de poker contre un joueur de Go, ou d'un boxeur contre un judoka. Ils jouent pas le même sport. Et donc,
ça peut être une bonne nouvelle globalement pour les spectateurs que nous sommes, qui subiront les conséquences de ce combat, parce que le combat peut ne pas avoir lieu, puisqu'ils ne sont pas nécessairement sur les mêmes registres. Et d'une certaine façon, il peut y avoir un équilibre qui se crée, assez étonnant, lié au fait que finalement ce qui est important pour l'un est un peu secondaire pour l'autre. Voilà, on n'a pas fini bien sûr d'en débattre. Je vous remercie beaucoup à tous les quatre et merci à vous de votre écoute.